Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci à l'équipe du Festival européen latin-grec et en particulier à madame Ghirardi pour leur invitation à cette édition. Cette conférence aurait dû se faire à Lyon, devant le public, mais la crise sanitaire est passée par là et nous enregistrons à l'université de Caen-Normandie. Un grand merci au réalisateur Stéphane Gorkowski de la direction des services informatiques et à François Leguet de l'équipe du CIREV qui savent toujours se rendre disponibles quand nous avons besoin d'eux. Dans le cadre de ce festival où l'auteur latin Apulée est particulièrement à l'honneur, nous allons parler de Mador, sa ville natale. La petite ville algérienne de M'Daourouch serait probablement largement ignorée si elle n'avait vu naître Apulée vers 125 après Jésus-Christ et si 2 siècles plus tard, saint Augustin n'y avait fait ses études. M'Daourouch est en effet le nom de l'ancienne Mador. Elle se trouve au nord-est de l'Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne, et à environ 260 km de Tunis, qui est l'ancienne Carthage. À vrai dire, la ville moderne s'est déplacée 7 km environ à l'ouest de la ville ancienne, laissant ainsi les ruines de l'ancienne Mador parfaitement visibles. Je vous propose d'abord de parler de l'histoire de Mador, de la fondation de la colonie romaine, jusqu'à l'installation d'une forteresse byzantine dans ses ruines au VIe siècle après Jésus-Christ. Nous suivrons ensuite Apulée, de Mador à Carthage, de Carthage à Athènes, où il va étudier, d'Athènes à Rome, de Rome de nouveau vers l'Afrique, et en particulier à Oéa, où il va se marier, avant de revenir finir ses jours à Carthage. Puis ensuite, nous verrons les ruines de la Mador qu'a connue saint Augustin. Et pour finir, Sophie vous emmènera dans une visite virtuelle de la Mador du IVe siècle après Jésus-Christ, à vrai dire dans le centre-ville de cette cité. Mador est situé géographiquement donc dans le massif des Aurès, à environ 900 mètres d'altitude. À l'époque d'Apulée, elle est largement dans la province administrative de la Numidie, mais Apulée considère qu'elle est proche de la limite entre le peuple des Numides au nord et le peuple des Gétules au sud. Et lui-même se considère comme un semi-numide, semi-gétule. C'est une colonie qui a été fondée pour donner des terres à des vétérans, comme beaucoup de colonies romaines. Plusieurs indices, et notamment cette inscription, nous laissent penser que cette colonie a été fondée à l'époque des empereurs Flaviens, c'est-à-dire Vespasien, Titus, Domitien, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Cette inscription, notamment, nous donne, qui est largement reconstituée, mais qui semble nous donner le nom de la colonie, Colonia Flavia Augusta Veteranorum Madaorensium. Le nom de Mador, à vrai dire, est très peu utilisé dans la littérature ancienne. On ne le trouve que 2 fois. Une fois en grec, sous la forme Madouros, chez Ptolémée, le géographe, au IIe siècle après Jésus-Christ, et une fois sous une forme Madaoris, c'est un ablatif qui laisse penser à un nominatif soit Madaorae, soit Madaori, c'est chez saint Augustin. Le nom moderne, M'Daourouch, est une légère déformation du nom ancien. Sous l'occupation française, la ville avait été renommée Montesquieu. On ignore d'où vient ce mot Mador. Par ailleurs, c'est peut-être
un mot de l'ancienne cité numide qui devait exister avant la colonie romaine. Du point de vue administratif, à l'époque d'Apulée, Mador se trouve dans la province d'Afrique proconsulaire. C'est une colonie, donc elle est administrée par une curie, des décurions, et elle a à sa tête des douumvirs. À l'époque de Saint-Augustin, Mador fait partie du diocèse d'Afrique. Mador n'a jamais été une cité très importante. Elle est à l'écart des grandes routes, à l'écart des grandes voies de communication. Elle n'a pas dû compter beaucoup plus de 10 000 habitants. Et on voit qu'elle n'apparaît pas, par exemple, sur la carte sur la table de Pöttinger, qui est une grande carte qui nous reste de l'Antiquité. Cela n'a pas empêché Mador d'avoir une aristocratie particulièrement riche. On sait par exemple que le père d'Apulée, c'est Apulée qui nous le dit lui-même, a laissé à ses 2 enfants, quand il est mort, 2 millions de sesterces. Pour l'Antiquité, c'est une somme énorme, colossale. On sait également qu'un certain Marcus Gabinius Sabinus, probablement au début du IIIe siècle, a dépensé 375 000 sesterces pour construire le théâtre. Là aussi, c'est une somme considérable. Et probablement, à la même époque, une grande inscription sur le sol du forum nous indique qu'un certain Marcus Aurelius, sûrement à la même époque, au début du IIIe siècle, a dépensé 200 000 sesterces pour le forum. Cela laisse penser à des fortunes extrêmement importantes. La richesse de cette région vient essentiellement de son sol. On a un sol qui est fertile, en particulier pour la culture des céréales et de l'olivier. Pour la vigne, on est un petit peu trop haut, 900 mètres, alors qu'à Tagaste, qui est à une quarantaine de kilomètres au nord, c'est la ville de Saint-Augustin, l'actuel souk Arras, on a de la vigne. Mais ici, c'est l'olivier qui, semble-t-il, est la richesse du pays, et encore aujourd'hui, c'est une culture qui est mise en valeur. Au VIe siècle, la cité ne semble plus en très bon état. Elle est probablement en grande partie ruinée au moment où l'empereur Justinien établit une ligne de défense au sud de l'Afrique du Nord et où il fait construire, notamment sur l'ancienne Mador, une forteresse à cheval sur le forum et sur le théâtre en employant des matériaux qui viennent des lieux mêmes. On voit par exemple dans les murs de la forteresse cette pierre utilisée comme construction, mais qui est une inscription de l'ancienne Mador qui devait appartenir à une base de statue ou au fronton d'un monument. Les fouilles ont commencé en 1905. Elles ont été menées par le service des monuments historiques français. Et à partir de l'an 2000, l'État algérien a réhabilité et remis en valeur ce site. Alors parlons d'Apulée. Apulée est né à Mador vers 125 après Jésus-Christ. Son père occupait des fonctions importantes à Mador. Il faisait partie de la curie, c'était un décurion, et il a même atteint le rang suprême de douumvir, c'est l'équivalent du consul à Rome. Apulée lui-même a été faire des études à Carthage, puis il est allé compléter ses études à Athènes. Ensuite, il est allé exercer le métier d'avocat à Rome. Il est revenu dans sa patrie, et là, à Mador, et là, il a manifestement exercé les mêmes fonctions que son père, c'est-à-dire qu'il a fait partie de la curie, il a été décurion dans la ville de Mador. Ensuite, il avait décidé de partir pour Alexandrie, mais vers 155 après Jésus-Christ, mais il s'est arrêté en cours de route à Oéa. Oéa, c'est l'actuelle Tripoli, la capitale de la Libye. Et là, il s'est marié et il y est resté quelques années. Il est revenu ensuite à Carthage, où, semble-t-il, il s'est établi définitivement
Probablement qu'il a fait encore quelques voyages dans sa patrie, mais sa résidence principale semble être la ville de Carthage. Apulée a été très célèbre de son temps. Il a eu une statue à Carthage, ça on le sait parce qu'on a un texte dans lequel il remercie le Sénat de Carthage de lui élever une statue, c'est le texte que vous avez ici à l'écran, et c'est un texte qui nous apprend aussi qu'il y avait dans d'autres cités du monde antique des statues de lui. Et il y en avait bien sûr, probablement une à Madore, et on a peut-être retrouvé la dédicace d'une de ces statues. En effet, cette dédicace qui est fragmentaire nous dit que la statue qui était dessus est dédiée à un philosophe platonicien, très probablement Apulée. Alors cette statue était détruite au IVe siècle. On peut supposer qu'il y avait une autre statue de lui qui avait été refaite. On ne peut pas imaginer Madore sans statue d'Apulée. C'est probablement grâce à la réputation d'Apulée que Madore est devenue une ville avec des écoles importantes. On ne sait pas s'il y avait des salles de cours spécialisées à Madore, comme on en a retrouvé à Alexandrie, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que les écoles de Madore, dont on n'a pas retrouvé de traces spéciales, étaient importantes. Mais les professeurs pouvaient très bien dispenser leur enseignement sous les portiques du forum ou dans le petit théâtre que l'on va voir tout à l'heure. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces écoles étaient renommées parce que Saint-Augustin, au milieu du IVe siècle, a été envoyé par ses parents faire des études à Madore. Et on connaît un des professeurs célèbres de Madore, avec qui Saint-Augustin d'ailleurs correspond, qui s'appelle Maxime de Madore, qui est un professeur particulièrement célèbre. Voyons, quel était donc ce qui nous reste de cette ville. Alors, les restes que l'on va voir, ce sont les restes de la ville qu'a connu Saint-Augustin. Bien sûr, elle est différente, cette ville, de celle qu'a connue Apulée. On est plus de deux siècles après, mais c'est celle qui est aujourd'hui visible. Alors vous voyez, alors d'abord, on ne sait pas si la colonie romaine au départ est entourée de remparts. En tout cas, on n'en a pas retrouvé de traces clairement visibles. On voit aussi que c'est une cité au plan orthogonal, avec des rues qui se coupent normalement angle droit, mais tout n'est pas parfait. Le plan damier n'est pas parfaitement orienté, les rues ne sont pas parfaitement droites. D'une manière générale, les constructions, qu'elles soient publiques ou privées, ne sont pas très soignées. On est loin de l'urbanisme de Timgad, une ville qui a été fondée à 180 km à l'ouest, qui est aussi une colonie de vétérans, mais qui a un urbanisme, un plan orthogonal parfaitement régulier, parfaitement droit. Il faut dire que ce ne sont pas non plus deux villes de la même importance. Pour Timgad, a pu accueillir jusqu'à 15 000 habitants. Madore n'a certainement jamais dépassé les 10 000 habitants. C'est une ville païenne, nous dit Saint-Augustin. Elle est donc restée traditionnelle. C'est une ville typiquement romaine au IVe siècle, avec au cœur son forum. Juste à côté du forum, comme à Timgad, l'édifice de spectacle de la ville, le théâtre. Malheureusement, je vous l'ai dit, au VIe siècle après Jésus-Christ, une forteresse byzantine est venue s'installer à cheval sur les deux monuments, sur le forum et sur le théâtre, rendant très difficile aujourd'hui la lecture des ruines. L'activité économique principale de Madore semble avoir été la production d'huile. On retrouve beaucoup de bassins, de réserves d'huile et également des pressoirs, des traces de pressoirs à huile. Et puis, comme toute ville romaine qui se respecte, bien sûr, Madore avait des thermes, des établissements thermaux, et deux mêmes établissements qui se touchent, ce qu'on appelle les petits thermes et les grands thermes.
Alors voici le forum de Mador, du moins sa partie sud coupée, puisque le forum est coupé en deux par le mur de la forteresse ici. Alors le portique que vous voyez à gauche, c'est le portique par lequel on entrait. C'est l'entrée principale du forum. C'est par là que Sophie va commencer sa visite tout à l'heure. Les dalles que vous voyez ne sont pas celles qu'a foulées Apulée, puisque le sol, une inscription nous l'indique, je vous en ai parlé tout à l'heure, le sol a été refait par Marcus Aurelius au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Par contre, on retrouve le sol qu'a connu Apulée sous ce sol. Par contre, mais c'est le sol, bien sûr, qu'a foulé Saint-Augustin. Le théâtre a été construit vraiment au bord du forum, alors comme à Timgad, sauf que là, le mur même du fond du théâtre est commun au mur du fond du forum. C'est un tout petit théâtre, 33 mètres de diamètre, c'est un des plus petits théâtres du monde romain, et pourtant il a coûté fort cher. On connaît son prix puisqu'on l'a retrouvé sur une inscription. Il a coûté 375 000 sesterces à Marcus Gabinus Sabinus au début du IIIe siècle. À titre de comparaison, à la même époque, et pas très loin de là, à 60 km au nord-ouest, le théâtre de Guelma a coûté à son constructeur simplement 25 000 sesterces de plus, alors qu'il fait 20 mètres de plus en diamètre, 53 mètres au lieu de 33 mètres. Le coût très élevé du théâtre de Mador vient probablement du fait que la pente est dans le mauvais sens. C'est les gradins qui sont au point le plus bas. Il a donc fallu amener beaucoup de matériaux pour surélever les gradins. On trouve beaucoup de traces de production d'huile, ces grandes cuves de stockage, et puis également les traces de pressoirs à huile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pressoir à huile, par exemple, dont on voit les ruines ici, correspond exactement à ce que nous décrit l'auteur agronome Caton au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un pressoir avec deux pressoirs, deux instruments de pressage. On voit ici les bases des jumelles, des deux presseurs. Les jumelles, ce sont les deux poteaux dans lesquels sont enfilés le bec du levier presseur, le point d'appui. On voit également les traces des bassins dans lesquels s'écoulait l'huile qui était pressée, et on voit très clairement, circulairement, les deux mets, c'est-à-dire les bases sur lesquelles étaient posés les couffins pleins d'olives broyées, sur lesquels on venait appuyer le levier presseur. Voici une reconstitution de l'huilerie romaine décrite par Caton. On voit bien les deux instruments de presse avec les jumelles. Alors, les jumelles de l'autre presseur sont cachées, on ne les voit donc pas. On repère bien les mets et les bassins dans lesquels s'écoulait l'huile qui était pressée. Les thermes sont présents à Mador sous forme de deux bâtiments. Alors c'est curieux de voir deux établissements thermaux, l'un à côté de l'autre, probablement construits à la même époque, et tout à fait indépendants l'un de l'autre. Une inscription nous indique qu'il y avait à Mador des thermae aestivae, c'est-à-dire des thermes d'été. Ça signifie donc qu'il y avait aussi des thermes d'hiver. Donc on peut penser que l'un des établissements était destiné à l'été, l'autre à l'hiver. Le plus grand, ce qu'on appelle les grands thermes, doit être le bâtiment pour les bains d'été, c'est le plus difficile à chauffer, et le petit pour les thermes d'hiver. Donc voici le plan des grands thermes. On entrait le long d'une des grandes rues de Mador, du côté sud, par un vestibule
qui lui-même donne accès soit à la grande salle centrale, soit à une longue galerie qui est exposée au sud et qui contient un grand nombre de fenêtres. Cette grande galerie devait faire fonction d'apoditérium, c'est-à-dire de vestiaire. Sinon, son seul rôle aurait été de conduire aux latrines en forme de demi-cercle et qui sont communes, comme c'est l'habitude dans ce type d'édifice. De l'autre côté de la grande salle centrale, on a la pièce froide, le frigidarium, avec ses 2 piscines d'eau froide. À côté, le tepidarium, qui sont des pièces chauffées modérément par en dessous, dans lesquelles on laisse la température du corps monter progressivement. Et puis, c'est la fin du parcours thermal avant de revenir dans l'eau froide, le caldarium, où on va se faire transpirer et on va pouvoir se baigner dans de l'eau très chaude. On voit ici que sur la partie droite, on a 3 alcôves qui doivent correspondre à 3 piscines d'eau chaude, mais comme aucune trace de maçonnerie n'a été retrouvée, on peut supposer que ces piscines étaient métalliques. Et on repère également très bien le couloir de chauffe en souterrain qui permettait de faire du feu sous les pièces du frigidarium et surtout du caldarium. On ne connaît pas la décoration de ces thermes. Ce sont des salles qui étaient voûtées. C'est une construction qui est soignée dans son ensemble, qui devait être luxueuse, probablement pas aussi luxueuse que les grands thermes romains comme les thermes de Caracalla, qui ont été construits à la même époque, mais on est dans la même idée. Voilà, je vais laisser maintenant Sophie vous faire visiter le centre-ville de Madore tel que l'a connu Saint-Augustin. Bonjour. Nous allons découvrir ensemble 2 espaces centraux de la ville de Madore. Le forum, pour commencer, puis le théâtre, qui est l'unique édifice de spectacle qui fut retrouvé lors des fouilles archéologiques. Le forum, c'est le centre-ville des cités anciennes. Il constitue un centre administratif, politique et religieux pour les 10 000 habitants qui peuplaient la ville. Le forum de Madore est à ce titre tout à fait classique et c'est par là que nous allons commencer la visite virtuelle en fin d'après-midi pour profiter du soleil couchant. Nous sommes maintenant juste en face de l'entrée du forum de Madore. Et on se rend compte que cette entrée se trouve dans l'axe du temple le plus important de la ville, qui est le Capitole. Mais quelque chose qu'il est important de préciser dès tout de suite, c'est que le forum de Madore est un espace piéton, comme dans beaucoup de villes romaines. Aucun char ne peut y circuler, puisque des marches se trouvent à l'entrée de la place. On remarque également tout de suite que le forum est occupé par un certain nombre de statues, comme celle-ci, dont les bases sont aujourd'hui encore repérables sur le site. Ici, comme dans la plupart des villes romaines, on retrouve les bases des statues, mais rarement les œuvres d'art qui étaient posées dessus. Celles qui étaient en marbre étaient souvent brûlées pour faire de la chaux, et celles qui étaient en bronze étaient fondues. D'après la taille et la forme des bases qui ont ici été retrouvées sur le forum de Madore, on peut raisonnablement conjecturer qu'il y avait plusieurs statues équestres sur cette place. Les textes nous apprennent également que les abstractions divinisées étaient nombreuses à Madore, d'où cette proposition d'une restitution d'une statue de Fidès en plein centre du forum. La déesse Fidès, elle représente la confiance, la loyauté et la fidélité. Je vais vous afficher un plan pour que nous puissions un petit peu nous repérer avant d'aller plus loin dans la visite. Sur ce plan, nous visualisons déjà en rouge l'entrée du forum de Madore. C'est là que nous avons commencé la visite. Le plan permet également de repérer les emplacements respectifs du Capitole, de la curie, d'une des basiliques, des bases de statues que nous venons de voir, et enfin du théâtre, qui est directement accolé au forum.
quand on visite le forum de Madore, on est tout de suite frappé par la couleur relativement homogène de la ville. Cette impression visuelle correspond à l'utilisation généralisée d'une pierre de calcaire locale pour la construction des bâtiments. Lors des fouilles archéologiques, très peu de fragments de marbre ont été retrouvés. L'explication est tout à fait simple. Les architectes ont privilégié une solution économique et pragmatique en mettant à contribution toutes les ressources naturelles qui étaient à disposition à proximité immédiate de la ville. En face de l'entrée du forum, on aperçoit ici le Capitole de Madore. C'est le temple principal de la ville. Nous ne savons pas précisément à qui il était dédié. Peut-être au dieu Mars, puisqu'une dédicace en l'honneur de cette divinité a précisément été retrouvée sur ce forum. Ce ne serait pas d'ailleurs extrêmement surprenant de voir le dieu de la guerre honoré dans une colonie peuplée de vétérans de l'armée. L'autre possibilité, parce qu'il y en a quand même deux, c'est que le temple était dédié à une triade, c'est-à-dire à 3 dieux réunis au sein d'un même temple sur le même modèle que ce que l'on trouve à Rome avec le temple de Jupiter, Junon et Minerve. Pour bien comprendre cette ville de Madore, 2 types de sources peuvent être utilisées. On peut utiliser les sources archéologiques, et je vous en ai déjà dit quelques mots tout de suite quand nous avons parlé des statues, mais on peut également mettre à contribution les sources littéraires, c'est-à-dire les textes latins et grecs. Nous allons notamment parler un petit peu de Maxime de Madore, qui était ami avec saint Augustin. Nous avons conservé une partie des échanges entre ces 2 hommes, et leur correspondance date sensiblement de l'année 390 après Jésus-Christ. Alors voici ce que nous dit Maxime de Madore, je vais vous lire le texte. Il nous dit « Quand la Grèce nous conte que le mont Olympe est la demeure des dieux, on n'est pas obligé de l'en croire. Mais nous voyons, et nous croyons, que la place publique de notre ville est habitée par des divinités bienfaisantes. » D'où la proposition d'une statue de Fidès en plein centre du forum romain. La religion tenait donc une place particulièrement importante aux yeux des habitants de la ville de Madore. Alors, ce forum de Madore, finalement, il se présente sous forme d'une place relativement petite. Elle mesure 30 mètres de côté. L'aire d'allée centrale est entourée par un portique qui permet notamment de se préserver des intempéries, à savoir la pluie ou le soleil. À la latitude de Madore, l'ombre fournie par ce portique, qui fait à peu près 5 mètres de large, devait être particulièrement appréciée en été, quand les températures devenaient difficiles à supporter. Un fait qui est notable et un petit peu atypique, c'est que lors des fouilles réalisées à Madore, aucun morceau d'entablement en pierre n'a été retrouvé. Alors l'entablement, c'est la partie qui se trouve juste au-dessus des colonnes. Devant ce constat, il faut postuler que les entablements étaient peut-être en bois, comme nous le visualisons ici à l'image. Ensuite, rien de ce qui a été retrouvé pendant les fouilles ne permet d'attester la présence d'un second niveau à ce portique, comme on le voit par exemple à Pompéi. Nous avons donc restitué une colonnade à un seul étage pour rester au plus près des sources disponibles. Alors il est tout à fait possible que ce portique ait été pourvu d'un toit en terrasse. Et ce qui est particulièrement intéressant, si tel était bien le cas, et c'est probable, c'est que le toit en terrasse était accessible. Cela permettait de monter jusqu'à ce niveau pour avoir une vue d'ensemble sur le forum de la ville. D'ici, on se rend compte que les 2 bâtiments qui dominent la place sont le temple du Capitole sur la gauche de l'image et la curie sur la droite. Alors en fait, cette dernière est accolée à un temple et à une autre structure dont on ne connaît pas réellement les fonctions. On remarque que le forum est relativement encombré par des statues honorifiques, mais c'était exactement la même chose sur le forum de Rome. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, dès le début de la séance, le théâtre est le seul édifice de spectacle qui fut retrouvé à Madore.
les archéologues n'ont retrouvé aucune trace de stade, de cirque ou d'amphithéâtre. Il faut pourtant bien imaginer que des spectacles de gladiateurs étaient organisés dans cette ville, puisque c'est un type de spectacle qui passionnait particulièrement les Romains. On peut tout à fait imaginer que dans certains cas, notamment peut-être avant la construction du théâtre, des combats de gladiateurs étaient organisés ici, sur le forum de Madore, directement. Les spectateurs pouvaient dès lors se répartir sous le portique que nous avons vu tout à l'heure et sur ce toit en terrasse pour suivre les combats, ce qui devait être très agréable pour voir qui prenait le dessus sur l'autre. Si des chasses étaient organisées, on peut imaginer que tous les spectateurs se concentraient à l'étage pour de simples raisons de sécurité, exactement comme je me suis placée tout de suite. Alors nous allons redescendre sur la place, redescendre sur le forum pour aller visiter la curie, mais juste avant, j'attire votre attention sur le mur qui se trouve juste derrière l'escalier que je vais emprunter. Il s'agit du mur de scène du théâtre que nous allons visiter tout à l'heure. Donc je vais redescendre sur le rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée du forum et nous allons maintenant nous diriger vers la curie. À Rome, c'est dans la curie que siège le Sénat, c'est-à-dire l'équivalent de notre Assemblée nationale. Dans les autres villes, comme ici, à Madore, le bâtiment va servir à accueillir les décurions, que nous pourrions assimiler à un conseil municipal aujourd'hui. Voilà, nous voici devant la curie. La curie, de façon traditionnelle, c'est un des bâtiments les plus prestigieux des villes romaines, et Madore ne fait pas exception. Un des seuls exemples de dallage en marbre qui a été retrouvé sur le forum de Madore l'a précisément été dans cette curie. La curie, c'est un endroit sacré. Donc tout le monde ne peut pas entrer à l'intérieur. L'accès à la curie pouvait donc être contrôlé, notamment grâce à ces grilles qui ont laissé des traces au niveau archéologique. Les décurions siégeaient à l'arrière du bâtiment, sur des estrades qui étaient directement aménagées en forme carrée. Voilà, c'est ici qu'ils s'installaient pour prendre toutes les décisions importantes liées à la politique de la ville. Les traces au sol font penser qu'un hôtel circulaire était peut-être placé dans la curie. Et si cette interprétation est la bonne, c'est peut-être ici que les décurions brûlaient un petit peu d'encens avant le début de chaque séance, comme cela se faisait à Rome. Ce qui est particulièrement intéressant par rapport au thème du festival qui nous réunit, c'est que le père d'Apulée, qui mourut vers 150 après Jésus-Christ, a été douumvir. Il a donc siégé dans la curie où nous nous trouvons, ou du moins dans celle qui l'a précédée s'il y a eu une réfection du bâtiment. Il s'est donc peut-être assis sur l'une des places que nous avons ici devant nous. Nous allons maintenant ressortir de cette curie pour retourner sur le forum. Dans tous les forums de villes anciennes, on trouve toujours 3 types de bâtiments. C'est strictement obligatoire. On trouve toujours, au minimum, un temple, une curie et une basilique. Et ce, quelle que soit la taille de la ville et quel que soit l'endroit où la ville se trouve dans l'Empire romain. Depuis le début de la visite, nous avons déjà dit quelques mots du Capitole. Nous venons de sortir de la curie. Il nous manque donc la basilique. Alors attention, la basilique dans le monde romain n'a rien de religieux, c'est un édifice civique. C'est là que le prêteur va se rendre pour rendre la justice. Donc si on parlait en termes modernes, la basilique correspondrait plus ou moins au tribunal, à nos tribunaux modernes. La basilique est également une sorte de grande halle dans laquelle on se retrouvait pour parler affaires quand les conditions climatiques ne permettaient pas de le faire sur le forum. Donc souvent quand il fait trop chaud ou quand il pleut. Une des difficultés avec la basilique de Madore, c'est qu'on ne sait pas vraiment où elle se trouve. Il semble que le bâtiment le plus adapté soit celui devant lequel je me trouve, celui qui se trouve juste à gauche de l'entrée du forum. Mais la première chose qui interroge, c'est que l'accès à cette basilique n'est pas direct. Vous voyez, nous sommes obligés d'entrer dans un premier corridor et d'entrer à droite avant de pénétrer dans ce bâtiment.
les restes archéologiques sont tellement peu nombreux qu'il n'est pas possible d'aller plus loin dans la représentation de cette basilique. Nous allons devoir nous satisfaire d'une simple évocation. Donc, nous allons retourner sur le forum qui, vous le voyez, n'est pas en accès direct. Alors ça, ce n'est pas vraiment classique. Normalement, la basilique donne directement sur le forum, mais nous pourrions tout à fait avoir une variante ici sur le forum de Madore. Une des difficultés importantes quand on restitue des cités antiques, c'est que dans la plupart des cas, les sites ne sont pas restés intacts. Des structures postérieures sont apparues, puisant souvent leurs matériaux de construction dans les ruines romaines. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour une partie du site de Madore. Une forteresse byzantine a été construite entre 534 et 536 après Jésus-Christ, et elle a partiellement empiété sur l'espace du forum et du théâtre. Donc vous voyez, la forteresse byzantine est représentée en bleu ici sur le plan que je vous montre, et puis le portique que nous avons vu est figuré par les traits rouges en pointillés. Les murs de cette forteresse compliquent considérablement la lecture du site, si bien qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment sûr de la façon dont les Romains procédaient pour passer du théâtre au forum. Nous allons donc prendre un raccourci pour rejoindre la porte d'entrée principale du théâtre qui est figurée sur ce plan en rose et qui se trouve sur l'extérieur de la courbure externe du théâtre. Alors pour que vous ayez un point de repère, le mur de scène du théâtre se trouve juste à gauche du Capitole, donc c'est le mur que nous avons ici dans la fermeture de perspective. Donc je vais prendre ce raccourci et nous allons nous retrouver devant la courbure externe du théâtre qui va nous permettre de rejoindre directement les gradins. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je m'avance et nous allons apercevoir un personnage qui est ici installé sur le pulpitum, l'espace que nous appellerions aujourd'hui la scène du théâtre. Le personnage mesure 1,70 m et il va nous aider à mieux percevoir les échelles. On peut ainsi se rendre compte d'un simple coup d'œil de la façon dont les spectateurs pouvaient percevoir les acteurs. Le théâtre romain, vous le voyez à l'image, est un espace clos sur lui-même, avec un haut mur de scène qui a notamment pour fonction d'assurer une bonne acoustique pendant le spectacle. Au niveau de sa taille, le théâtre de Madore mesure 33 mètres de diamètre, ce qui en fait un des théâtres les plus petits du monde romain. Dans l'Antiquité, il y avait 8 rangées de gradins et un portique en haut de la cavea, portique que je vais vous proposer de rejoindre tout de suite. Donc pour monter au portique, il faut s'avancer, prendre ces quelques marches. Nous nous présentons devant les premiers gradins et ici, nous pouvons monter pour accéder à la partie supérieure du théâtre. Voilà. Le modèle virtuel permet de visualiser le théâtre de Madore tel que saint Augustin a pu le découvrir avant qu'il ne soit partiellement démantelé par les hommes et par le temps. D'ici, nous avons une vue qui permet de bien comprendre où s'installer les 1200 spectateurs qui pouvaient prendre place dans le théâtre de Madore. Les jours de grande affluence, on peut imaginer que certains spectateurs restaient ici, debout, à l'arrière, pour suivre les représentations. Le théâtre de Madore est orienté au sud-est. Et c'est une orientation qui est relativement favorable par rapport aux rayons du soleil. Vous voyez qu'en fonction des heures de la journée, une partie des spectateurs se trouvait naturellement à l'ombre, comme nous le voyons ici pour la fin de l'après-midi. Peut-être qu'un vellum, c'est-à-dire des toiles de lin, pouvaient être dépliées en complément pour protéger l'ensemble de l'assemblée, mais nous n'avons pas de certitude sur le sujet. Il n'y a pas d'attestation archéologique ni d'attestation textuelle. Au pied des gradins du théâtre, on aperçoit un espace semi-circulaire, parfaitement plat, que l'on appelle l'orchestra. En bordure de l'orchestra, 3 marches sont prévues pour accueillir les sièges des personnages les plus importants de la cité. Ils sont installés de façon bien plus confortable que les autres spectateurs qui prendront place directement sur la pierre des gradins. Sur les côtés du mur de scène,
On remarque ensuite qu'il y a 2 loges. Elles sont prévues pour les dirigeants de la cité ou pour les invités d'honneur, et nous allons nous rendre tout de suite dans l'une de ces loges. Voilà, je vais aller m'y installer, et d'ici, on se rend compte que la vue est particulièrement intéressante. On va pouvoir embrasser la scène d'un seul regard. Je voudrais attirer votre attention sur une particularité du théâtre de Mador, quelque chose qui, je pense, n'est pas attesté à beaucoup d'endroits, et pour ce faire, je vais vous emmener directement sur la scène. Vous allez voir qu'il n'y a pas de porte percée sur le mur de scène, alors que c'est quelque chose qui est habituel, normalement, dans l'architecture théâtrale romaine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porte sur le mur de scène ? Eh bien, tout simplement parce que ce mur est commun avec le forum. Et si des ouvertures avaient été percées, on peut imaginer qu'il y aurait eu toutes sortes de pollutions sonores que les architectes ont voulu éviter, et donc le mur commun entre le théâtre à droite et le forum à gauche est resté entièrement plein. C'est une configuration assez atypique qui montre bien la capacité d'adaptation des architectes. Tout à l'heure, quand je suis entrée dans le théâtre, je suis allée directement tout droit pour rejoindre l'orchestra. Je vais retourner à l'entrée du théâtre pour vous montrer qu'en réalité, il existe 2 autres possibilités d'accès. Donc ça, c'est la vue sur laquelle nous nous sommes retrouvés tout à l'heure. Et il y a quelques minutes, j'ai choisi le chemin le plus court. Je suis allée tout droit. Et la circulation que j'ai empruntée à ce moment-là, elle était probablement réservée pour les personnages importants. Elle était probablement réservée pour ceux qui s'asseyaient sur les sièges d'honneur que je vous ai fait voir en bordure de l'orchestra. Les autres spectateurs, ceux qui s'installaient directement sur les gradins, devaient probablement tourner à droite ou à gauche, comme je suis en train de le faire tout de suite. Ainsi, ils passaient à l'arrière des gradins. Alors c'est un petit peu plus long. Ils passent à l'arrière des gradins. Ils arrivent dans un couloir voûté parallèle à la scène, qu'on appelle le parodos. Il y en a 2, celui où je me trouve et puis celui qui est en face. Et d'ici, ils devaient directement pouvoir monter sur les gradins en pierre. Ce qui fait que, normalement, au niveau de la circulation, les personnes qui ont accès au siège d'honneur ne vont pas croiser les personnes qui vont s'installer directement sur les gradins. Et ça, c'est tout à fait caractéristique des systèmes de circulation dans les édifices de spectacle romains. Donc ce système de circulation va aussi permettre de répartir la population en 3 files différentes, ce qui va permettre de fluidifier la circulation, de remplir et de vider plus rapidement l'édifice de spectacle. Pour conclure cette présentation, on peut dire que Mador est vraiment construite à l'image de Rome. Avec son forum et son théâtre, on retrouve toutes les caractéristiques d'une cité qui a construit son urbanisme à l'image de celui de la capitale italienne, comme toutes les colonies, destinées d'ailleurs à accueillir les vétérans de l'armée. Naturellement, certains particularismes régionaux sont bien présents, comme l'usage de la pierre locale qui donne à la ville une teinte assez unifiée. Mais globalement, la romanisation est bien parvenue jusqu'ici, dans une ville pourtant éloignée des grands axes de communication. Mador est une petite Rome, et il n'est donc nullement étonnant qu'elle ait donné naissance à Apulée, un homme de lettres qui a ensuite particulièrement brillé dans l'ensemble de l'Empire romain. Je vous remercie.